Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de ce journal, nouvelle attaque meurtrière à Galim. 4 soldats camerounais sont tombés sur le champ d'honneur lors des combats avec des groupes armés. D'après le gouvernement, les séparatistes anglophones seraient les commanditaires de cette nouvelle incursion qui alourdit le bilan humain dans la crise anglophone. Vive tension ce jour au marché Ndokpassi 3 à Douala 3e. Une altercation dégénère entre commerçants et agents municipaux. De nouvelles taxes entrées en vigueur seraient à l'origine de cette brouille. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci de rester sur Equinox Télévision. La nuit d'hier a été sanglante à Galim, dans la région de l'Ouest Cameroun. Une attaque meurtrière a fait plusieurs morts. 4 soldats camerounais sont tombés sur le champ de bataille. Un autre grièvement blessé. Le poste de contrôle, le poste militaire de Menfou a été la cible des bandes armées et les forces de défense ont dû faire face à plusieurs heures de combat. Pour le gouvernement, les séparatistes anglophones seraient à l'origine de cette nouvelle incursion. Le point dans ce reportage de Vivien Tonfac et Raphaël Teko. L'arrondissement de Ngalim, dans le département des Bamboutos, est à nouveau victime d'une attaque terroriste. Dans la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 avril 2021, une cinquantaine d'assaillants sur des motos a fait éruption dans le village Menfou et a immédiatement ouvert le feu au camp militaire implanté dans la zone, selon une stratégie bien planifiée. Donc c'est à 23 heures que le signal part du canon Fumba Franchi. Donc c'est là qu'ils étaient, celui qui a donné l'alerte de chez eux était là-bas. Cette attaque, selon les autorités locales, a coûté la vie à plusieurs militaires. Au bout du compte, nous avons perdu 4 militaires et un blessé grave. La riposte de l'armée a également fait des morts parmi les assaillants. Après l'affrontement, des populations ont retrouvé des corps suspects dans la broussaille. Admis sous soins à l'hôpital régional de Bafoussam, le militaire blessé a reçu la visite du gouverneur de la région de l'Ouest. Après cette attaque, le préfet du département des Bamboutos s'est aussitôt rendu en Galim, où il a présidé en urgence une réunion de sécurité. L'autorité administrative a prescrit vigilance et collaboration avec les forces de l'ordre à la population. Je voudrais réitérer le leitmotiv, la préoccupation qui demeure une sorte de refrain de l'hymne national, à savoir la collaboration inconditionnelle avec les forces de l'ordre. Mais la prudence s'impose également chez les militaires, car pour atteindre leur ville d'essai, même les femmes sont envoyées pour les appâter. Ils utilisent les femmes anglophones qui arrivent. Ça veut dire que les femmes qu'ils envoient là, elles sont prêtes même à acheter de la boisson donnée aux militaires pour après dormir. Seulement la boisson, elles peuvent dormir avec 20 d'hommes avec eux. C'est ce qu'elles font. Si pour l'heure, l'identité des terroristes n'est pas clairement définie, leur mode opératoire fait cependant soupçonner qu'ils seraient des combattants séparatistes, partis de la région du nord-ouest. Menfou est en effet limitrophe à Bafenji, localité de Ndop dans le département du Goketunja, l'un des épicentres de la crise anglophone. Et sur place à Douala, les tensions étaient également vives au marché Ndokpassi 3 dans le 3e arrondissement. Des commerçants s'insurgent contre l'entrée en vigueur de nouvelles taxes imposées par la mairie et les agents municipaux ont procédé à la fermeture des boutiques, ce qui va donc provoquer un mouvement de colère. Il s'en est suivi une violente altercation entre les deux parties. Ces commerçants ont donc envahi la sous-préfecture pour exprimer leur mécontentement. Le reportage de Claude Ekwa et de Sédingding. C'est une esplanade de la sous-préfecture de Douala 3e, envahie par une foule en colère à laquelle le maître des lieux a dû faire face. Une centaine de commerçants a convergé très tôt ce matin sur le site, criant leur ras-le-bol et dénonçant ce qu'ils qualifient d'abus. Pour comprendre l'origine de cette tension, il faut remonter quelques heures et quelques kilomètres plus loin, au lieu dit marché Ndokpassi 3. C'est cette note de la mairie de Douala 3e annonçant le paiement de nouvelles taxes par les commerçants à hauteur de 10 et 15 000 francs. Une pilule qui a du mal à passer auprès de ces derniers. Aujourd'hui, les commerçants ont décidé de gréver plus que
nous sommes surpris par un groupe qui nous disent, nous ne savons pas qui ils sont. Ils nous disent que nous allons payer 15 000 le droit de place au marché. Selon les boutiques du bas, 15 000 et en haut, 10 000 francs. Nous ne savons pas de quel droit de place on nous parle. Finalement, on vous demande de payer encore 10 000, 15 000 francs. Pour que ça soit comment? Puisque les boutiques de Dakar, on ne paye même pas ces droits de place qui n'atteignent même pas 10 000 francs. C'est donc comme un seul homme qu'ils ont décidé de se déporter vers la mairie de Douala 3e. Nous avons décidé aujourd'hui que nous allons fermer, aller rencontrer le maire et que le maire nous éclaircisse. Une fois sur les lieux, le patron de la commune répond aux abonnés absents. Et son adjoint en charge du dossier n'a pas daigné recevoir les plaignants qui ont opté pour la solution de la sous-préfecture. Une fois sur place, ils seront reçus par Laurent Aïssim Vogo, sous-préfet de Douala 3e, qui tentera de calmer les esprits et de relativiser la situation. D'abord, je tiens à vous rappeler que ce n'était pas un mouvement d'humeur. C'était juste une incompréhension qui a été exprimée peut-être avec un peu plus de bruit, de chahut. C'est normal, l'espace marchand est toujours réputé être bruyant. Donc ce n'est pas un mouvement d'humeur. En filigrane, je leur ai demandé tout simplement de rentrer vaquer à leurs occupations et d'attendre le retour du maire qui est actuellement en mission à Yaoundé. En attendant le retour du patron de la commune, ces derniers ne sont pas prêts à se plier aux exigences de la mairie. Non, nous ne pouvons pas nous soumettre puisqu'ici c'est un petit marché. Si nous pouvons payer 15 000, mais ce que nous n'allons pas nous en sortir. Une énième tension qui remet au goût du jour l'épineuse question de la gestion des espaces marchands dans la ville de Douala. L'atmosphère était également tendue du côté de Yaoundé, dans la région du centre, où des centaines de conducteurs de moto-taxis en colère ont pris d'assaut la mairie de Yaoundé 5e. Ils ont pour réclamer leur moto saisie par les agents de la mairie. Il s'en est donc suivi des échauffourées qui ont fallu dans l'intervention des forces de l'ordre pour calmer les ardeurs de ces conducteurs de moto-taxis en colère qui réclamaient leur moto saisie par la mairie. Et toujours dans le centre, c'est désormais une guerre ouverte entre le maire de Yaoundé 7e et le super-maire Augustin Tamba et accuse Luc Messia Tangana d'abus de pouvoir et violation des textes en vigueur. Au centre du conflit entre les deux hommes, la démolition d'une soixantaine de boutiques construites au carrefour Colbison à Yaoundé. Le reportage de Marcelin Gansop. Les travaux ne sont pas suspendus. Tout a été rasé sur le site. J'attends réparation. Le maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé 7 ne décolère pas, une semaine après le passage des engins destructeurs de la mairie de la ville. Sur le carreau, pas moins de 60 boutiques qui commençaient à sortir des terres aux encablures du carrefour Colbison. Vous pouvez dire que nous avons affaire à un personnage assez controversé. Parce que vous parlez avec lui le matin, et l'après-midi, il fait tout à fait le contraire. De la demande du permis de bâtir, introduite à la mairie de la ville le 22 septembre 2020, jusqu'à la destruction des boutiques le 22 avril dernier, Augustin Tamba affirme que Luc Messia Tangana a été régulièrement informé de ce qui se passait. Et c'est d'ailleurs lui qui, rappelant que le site en question relevait du domaine public de l'État, a orienté l'exécutif municipal de Yaoundé 7 vers le ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières. Nous sommes effectivement retournés vers le MICTAF après une saisine administrative dans les règles, accompagné des dossiers techniques pour demander un permis de bâtir. Le MICTAF m'a reçu, il a donné son accord de principe, il a donné instruction au préfet d'une Fundi de constituer une commission et le préfet d'une Fundi a pris un acte administratif constituant cette commission. La commission est descendue sur le terrain et ils ont procédé à la délimitation des espaces. C'est donc avec grand étonnement que le maire de Yaoundé 7 a assisté impuissant à la démolition des boutiques sans aucune notification. Nous n'avons pas été notifiés. Moi, je lui ai écrit pour la reprise des travaux. J'ai rendu compte de tout l'enchaînement. Nous avons échangé et il m'a donné l'accord de principe de suivre ces travaux avec ses services techniques. D'où vient-il qu'on vienne casser? À la mairie de la ville, le maître des lieux dit avoir agi dans ce cas, comme dans bien d'autres avant, conformément à la loi. J'ai agi en respectant les textes dont je suis à la fois théoricien, praticien, rédacteur à une époque et aujourd'hui je suis sur le terrain pour l'application et je vais les appliquer avec rigueur et sainement.
Un argument que Augustin Tamba balaie du revers de la main. L'article 2 de notre code, qu'il prétend avoir écrit seul, je peux le lui concéder, stipule que les collectivités, les mairies sont d'égale dignité. Aucune mairie n'exerce la tutelle sur une autre. Et je voudrais également rappeler l'article 252 et 241 qui disent clairement qu'en cas de mésentente entre les communes, c'est le juge administratif qui est compétent. Si le maire lui-même, sans aller voir le juge administratif, m'avait notifié par écrit d'arrêter les travaux, je l'aurais fait. Et j'aurais passé à la négociation. Il s'agit tout simplement d'un abus de position. Et cette position n'est pas une position hiérarchique, parce que nous sommes sur l'horizontalité suivant le code de la décentralisation. Déterminé à aller jusqu'au bout, le maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé 7 attend que le tort qui a été causé à sa municipalité soit réparé. Nous attendons que réparation soit faite. Et j'ai saisi qui de droit. Je ne voudrais pas faire d'autres commentaires là-dessus. J'ai déjà saisi les autorités de la République. Je m'arrête là. Le maire de la ville de Yaoundé n'est pas son premier frottement dans la capitale. Bien avant Yaoundé 7, ce sont les communes d'arrondissement de Yaoundé 2, 3, 4 et 6 qui ont eu maille à partir avec le successeur de Gilbert Timiévouna. Sauf qu'à la différence de ses camarades du parti, Augustin Tamba est sorti de ses gonds et n'entend pas lâcher prise. Une guerre ouverte qui est loin d'avoir dit son dernier mot. Et rendons-nous à présent dans la région de l'extrême nord Cameroun. Plusieurs mois après l'effondrement des ponts Palar et Misao, se mouvoir à Maroua est un véritable calvaire pour les usagers. Au regard de la densité du trafic sur les voies de contournement, les populations craignent de perdre les deux autres ponts qui relient les villes de Maroua 2e et 3e où des fissures sont déjà observées. Des travaux d'urgence sont annoncés. Le reportage de Kate Diarra, Amadou Daïro. Plusieurs mois après l'effondrement du pont Palar et du pont Miazao, les populations de Maroua risquent bien d'assister à un autre effondrement si rien n'est fait. Il s'agit cette fois du pont Rouge et du pont Vert qui séparent l'arrondissement de Maroua 1er à ceux de Maroua 2e et 3e. Des ponts dégradés dont l'état actuel inquiète fortement les riverains et les autorités. Et comme vous l'avez vous-même constaté avec nous, vous voyez comment les inondations, la force de l'eau est en train d'endommager les ponts vers le bas. Nous sommes donc venus voir pour qu'un rapport circonstancié soit fait au gouvernement pour que des dispositions soient prises afin de ne pas les perdre comme on avait perdu le pont Palar. Face à cette situation, la circulation de gros porteurs s'est densifiée dans la ville. C'est pour tenter d'y apporter des solutions que Jean-Marc Ekouambarga, le préfet du Diamari, accompagné du maire de la ville et des services techniques des travaux publics, ont fait une descente sur le site. Objectif premier, mesurer l'ampleur de la situation. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le pont Palar. Il a fallu que son Excellence, Monsieur le ministre des Travaux publics, fasse en urgence construire un radier à côté pour permettre naturellement, n'est-ce pas, une bonne circulation entre le Cameroun et le Tchad et même à l'intérieur de la ville de Maroua. Vous comprenez donc que si l'un de ces ponts venait à s'effondrer, ce sera plus grave encore que la situation qu'on a connue avec le pont Palar. Après cette tournée, une réunion d'urgence s'est tenue à la préfecture de Maroua en vue de dresser un rapport qui sera acheminé à qui de droit afin que des solutions soient apportées à cette situation. Ouvrons à présent le chapitre santé de ce journal. 87 000 personnes sont visées dans la région du littoral par la vaccination contre le coronavirus. Ce plafond a été arrêté en raison du nombre limité de doses reçues par région. Au lancement officiel de la campagne populaire ce vendredi, le système de suivi des patients atteints éventuellement d'effets secondaires a été expliqué. Farel Bounia, Donald Brice Camran. Cérémonie sobre et brève pour fixer les ambitions régionales de lutte contre le coronavirus à travers la vaccination. La phase populaire qui démarre dans le littoral est lancée à Bonamoussadi, quartier compris dans le district de santé de Mbangué, qui avec ses 10% de malades est le district le plus contaminé au Covid-19 dans le littoral. Pour la phase populaire qui démarre, les élus locaux veulent prêcher par l'exemple.
Je voudrais d'abord dire à la population de Douala 5e que j'ai prêché par l'exemple. Qu'ils n'aillent pas dire que Madame le maire ne s'est pas fait vacciner. Je leur dis, je me suis fait vacciner. Les autorités savent que l'opinion est envahie par une forte rhétorique anti-vaccin, alors ils ont également mis l'accent sur le système de suivi des cas de personnes vaccinées et qui manifesteraient éventuellement des effets secondaires. Dans les formations sanitaires, on sait exactement quelles manifestations sont attendues et quels sont les protocoles qu'il faut pour chacune de ces manifestations. Et surtout, nous avons fait en sorte qu'une personne qui se vaccine puisse être d'abord conseillé avant, ce que nous appelons le pré-counseling, et puis conseillé aussi après qu'il ait été injecté pour savoir exactement quelle attitude adopter et savoir avoir recours à la formation sanitaire la plus proche qui pourra le prendre en charge. 87 000 personnes sont visées par la campagne de masse qui commence officiellement dans la région. Il s'agit de toucher les 24 districts de santé via les 32 sites créés pour l'occasion. Donc notre présence ici est de demander de sensibiliser les populations au sujet de ce vaccin, d'exhorter ces populations d'aller vers le 32 centres de vaccination, se faire vacciner. Alors que seuls les personnels de santé étaient attendus jusque-là, la campagne populaire s'ouvre aux plus de 18 ans, prioritairement les enseignants et les agents de sécurité, les plus de 60 ans exposés aux comorbidités. Le littoral a reçu 72 000 doses de vaccins chinois Sinopharm et 34 200 doses du suédo-britannique AstraZeneca. Dans le département de la Mémé, région du Sud-Ouest, le préfet appelle les populations à se faire vacciner pour se mettre à l'abri de la pandémie de coronavirus. Il a lui-même reçu sa dose de vaccin lors du lancement de la campagne de vaccination dans la ville de Kumba où on enregistre près de 200 cas positifs au coronavirus. Le reportage de Xavier Fouca. Au moins 200 personnes testées positives au coronavirus à Kumba. Nous sommes dans le département de la Mémé, région du Sud-Ouest. Des chiffres rendus publics par le docteur Emmanuel Lefenda, directeur de l'hôpital district de Kumba, dont l'enceinte a abrité la cérémonie de lancement de la campagne de vaccination anti-Covid-19. Tundon Chambelin, le préfet de la Mémé, qui s'est fait vacciner à l'occasion, dit le faire pour deux raisons spécifiques. Non seulement sur le plan santé, mais sur le plan moral, sachant que je viens d'être vacciné. Je peux y protéger non seulement ma vie, mais la vie de ceux qui m'entourent. Même si le gouvernement annonce une baisse significative des cas de personnes contaminées sur les 3 dernières semaines, l'autorité administrative, allant dans le même sens que le ministre camerounais de la Santé publique, exhorte les uns et les autres à se soumettre à cet exercice. C'est pour inviter les populations de la Mémé à se mobiliser comme un seul homme pour effectivement se faire vacciner, pas seulement ça, qui va nous aider à éradiquer la coronavirus. Donc aussi dans le département de la Mémé. Le docteur Emmanuel Lefenda annonce que l'ensemble du personnel de l'hôpital district de Kumba se fera vacciner, eux, en première ligne, dans cette guerre contre le Covid-19. Voyage concluant, c'est l'avis du ministre des Transports après le voyage test du train voyageur de la Camraï. Hier, avec des parlementaires, maires, autorités traditionnelles, Jean-Enes Massénanga Lebibé a effectué ce voyage entre Douala et Yaoundé. Le train à 11 wagons réhabilités par l'État à hauteur d'1,3 milliard de francs CFA pourrait donc démarrer pour la desserte interurbaine dans les prochaines semaines. C'est l'aval du gouvernement qui est attendu pour la reprise de cette desserte. Elle avait été suspendue il y a 4 ans après le drame du 16 octobre 2016. Le gouvernement parle d'une relance nécessaire afin de répondre à la forte demande des populations en transport par rail. Écoutons à présent le ministre des Transports. Vous savez que depuis le 21 octobre 2016, suite à l'accident Ezeka, nous n'avons plus eu de transport voyageurs du train express. Entre-temps, le gouvernement de la République a acquis 4 locomotives neuves et réhabilité
11 voitures de l'ancien parc Soulé, et ce depuis le mois d'août 2020. Sur très haute instruction donc, du président de la République, relayée par le Premier ministre chef de gouvernement, nous avons été appelés à effectuer ce jour un test de sécurité de ce train express entre Douala et Yaoundé. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au sortir de ce voyage fort agréable, au cours duquel 4 principales localités ont été couvertes, à savoir Edea, Ezeka, Makak et Ngoumou, nous sommes satisfaits de ce voyage. D'abord sur le plan sécuritaire, l'assurance nous a été donnée par notre partenaire stratégique. Sur le plan du confort du voyage en lui-même, nous avons constaté des véhicules vraiment complètement réhabilités, tous climatisés, avec une ergonomie de très haut niveau que nous avons beaucoup apprécié. Nous avons apprécié également l'engouement des populations à chacune de ces étapes. Initialement, nous avons prévu nous arrêter 2 minutes chaque fois, mais nous avons été obligés de rester un peu plus. C'est un trajet qui est essentiellement fait pour 4h, 4h30. Ça a été un peu plus long compte tenu de l'engouement des populations qui apprécient à leur juste valeur cette réalisation de ce jour. L'actualité hors de nos frontières à présent, une mission de l'Union africaine séjourne au Tchad où des affrontements se poursuivent. Objectif, favoriser le dialogue entre le Conseil militaire de transition et les forces politiques. Julienne Berthe-Bissaï. C'est le délai que dispose la mission d'enquête de l'Union africaine en séjour au Tchad pour examiner les stratégies visant à faciliter un retour rapide à l'ordre constitutionnel et à la gouvernance démocratique. Conduite par le Nigérian Bankole Ada-Oye, nouveau commissaire paix et sécurité, et Mohamed Idriss Farah, ambassadeur djiboutien en charge du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, cette mission de médiation produira un rapport à l'issue de sa mission qui sera acheminée au Conseil de paix et de sécurité de l'Organisation panafricaine pour examen et décision. Des combats ont opposé militaires et rebelles la veille de l'arrivée en N'Djamena de la mission d'enquête de l'Union africaine sur la situation politique et sécuritaire. L'armée affirme avoir mis en déroute une colonne de rebelles du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad durant les combats menés dans la ville de Nokou à une 50aine de kilomètres. Une version de fait battue en brèche par les rebelles qui mènent depuis le 11 avril dernier une offensive contre le régime. À présent, des reportages Orange Cameroun au plus près de la culture locale à travers la signature de partenariat faisant de Kankentus, acteur principal et producteur du film Fisherman Diary, le nouvel ambassadeur de la marque pour promouvoir ses valeurs. Reportage. Il a suffi d'un simple geste, d'une accolade et d'une poignée de main pour faire de Kankentus acteur principal et producteur du film à succès Fisherman's Diary, le nouvel ambassadeur de la marque Orange. Nous sommes particulièrement fiers de signer cet accord de partenariat qui fait de Kang un brand ambassadeur pour Orange. C'est la signature, ce n'est qu'une étape, mais nous avons déjà commencé à travailler ensemble depuis quelques mois lorsque Orange a participé au lancement du film, lorsque Orange a aidé à la diffusion du film dans le pays, puisque le film de Kang met en avant des valeurs qui sont des valeurs très très proches de nos valeurs propres. Une rencontre qui sonne comme une évidence entre un film qui met en lumière la problématique de l'éducation de la jeune fille, une valeur défendue par l'entreprise Orange depuis toujours à travers sa fondation et le leader de la téléphonie mobile au Cameroun. Je dirais on n'attend rien, puisque c'est un partenariat qui est basé sur des valeurs. Et donc, on n'a pas signé un contrat avec des éléments chiffrés, financiers. On construit ensemble, on partage ensemble nos valeurs, notre culture. Aujourd'hui, on a un film qui est magnifique, auquel on a cru
dès l'automne dernier, on a accompagné et qui peut être un outil de communication important pour faire passer nos idées, nos valeurs, qui sont ces idées, ces valeurs. Une signature de partenariat comme une rampe de lancement pour Orange Cameroun afin de sensibiliser et continuer à véhiculer les valeurs cardinales pour l'entreprise, telles que l'éducation en général et l'éducation de la jeune fille en particulier. On va continuer pour sensibiliser les populations parce que l'éducation d'une jeune fille, c'est très important. On va partir dans les petits villages, dans les communautés qui sont beaucoup affectées par tout ça. Par cet acte, l'entreprise Orange marque un peu plus son attachement à la promotion de la culture locale pour encore plus vous rapprocher de l'essentiel. Orange. C'est un livre que vous devez absolument avoir dans votre bibliothèque. Il s'intitule « D'enseignants vacataires à crypto-monnaie ». L'ouvrage retrace la vie d'un entrepreneur camerounais qui a fait fortune à la crypto-monnaie. Il relate les clés de son succès dans un ouvrage dédicacé à Bangui. Reportage. Des années d'expérience, jonchées de challenges, de chutes, d'apprentissage, avec au bout du parcours la consécration. Compilé dans un livre de 124 pages, retraçant l'intégralité de la vie du Camerounais Émile Parfait Sim, qui en 2015 était encore enseignant d'informatique au Cameroun avec un salaire de 50 000 francs CFA et qui se retrouve 6 ans plus tard millionnaire grâce à la crypto-monnaie. Les clés de son succès, il le partage dans ce livre inspirateur dédicacé à Bangui, la capitale centrafricaine. Un événement culturel d'envergure, parrainé par le chef de l'État, le professeur Faustin Archange Touadéra, qui y a vu une opportunité pour la jeunesse centrafricaine de se lancer dans l'entrepreneuriat au moyen de la crypto-monnaie. Quand il m'a proposé cela, et avec le livre, il m'a expliqué un peu son parcours d'enseignant d'informatique, et à la fin, il a commencé à travailler dans ce processus. Et ça lui a valu sa situation actuelle. J'étais séduit par cela et surtout qu'il a voulu décrire cela dans un manuel qui pourrait intéresser beaucoup de gens. Et ça m'a plu de venir assister et de l'encourager. Et donc c'est un exemple. Pour le professeur Faustin Archange Touadéra, ce projet novateur constitue un levier de développement pour son pays, mais pas que. Pour la sous-région aussi et l'Afrique en général. Pour réussir, il faut de l'audace. Et je trouve que M. Sim est audacieux et courageux. Et donc, c'est pour moi donc tout simplement l'occasion de le féliciter et de dire à notre jeunesse de parcourir ces livres. Et plus ça peut ouvrir des horizons et avoir des idées. Peut-être pas forcément dans la crypto-monnaie, mais dans d'autres choses, dans un axe qui pourrait les aider à sortir. J'ai écouté, vous avez fait pris beaucoup d'engagements ici. Ces engagements, si ça devait avoir lieu, c'est une bonne chose et vraiment, merci beaucoup. La crypto-monnaie, une vision désormais contenue dans un livre pour les générations actuelles et futures. L'ouvrage est présenté comme un trésor qui n'est pas caché. J'ai décidé de relater ma vie sur les 10 dernières années dans un livre. Parce que dans le livre, on est sûr qu'on pourra retrouver ces écrits pendant 10, 15, 20, 50 ans. Pourquoi pas pendant 100 ans. Aujourd'hui, pour arriver là où je suis, j'ai beaucoup lu. Des auteurs, des personnes qui ont réussi, qui sont partis de zéro à chef d'entreprise aujourd'hui. Je me suis dit, étant africain, étant quelqu'un qui a aussi vécu le même parcours, il fallait que j'écrive cela dans le livre pour des générations futures. Dans ce livre, je décris ma vie en tant qu'enseignant vacataire. J'ai été enseignant vacataire pendant 9 ans. J'ai enseigné dans les lycées et collèges au Cameroun. Je suis parti d'enseignant vacataire, informaticien de formation de mon état. J'ai connu l'industrie de la crypto-monnaie, ce que j'ai écrit dans ce livre. J'ai montré les traces, comment est-ce que j'ai fait pour arriver là en passant par la crypto-monnaie. Nous avons des thèmes, des thématiques très très importants qui peuvent amener les jeunes à lire, à comprendre et à mettre même en pratique des conseils que nous avons mis dans ce livre et aider l'Afrique à se développer. La dédicace du livre a connu la participation de plusieurs personnalités, jeunes et curieux, venus du monde entier.
Je suis déjà actionnaire dans les Pliman et ce livre, je pense que ça va me donner beaucoup plus d'inspiration, de ne plus avoir peur, de prendre l'exemple de M. Sim et d'aller de l'avant pour que je puisse investir à fond et être un futur millionnaire dans les jours à venir. This is actually bringing youths to a level they have never imagined to attend, and I believe he has touched a lot of young people. For example, me, not just as a friend, as a brother, and I want to think what I was 5 years ago without his assistance and encouragement. It's different today. So. Émile Parfait Sim, tel que mentionné au chapitre 3 du livre d'enseignants vacataires à crypto-millionnaires, a aujourd'hui à son actif 23 entreprises, dont chacune répond à un besoin précis pour l'Afrique. Toutefois, pour sortir du sous-développement, il faut prendre des risques. Comment? La réponse à cette question est contenue dans le chapitre 3 du livre écrit par Alabibou Amidou et édité par les nouvelles éditions du Sahel. L'établissement scolaire de référence Duval International School a décroché la 2e place de l'examen de l'Office du baccalauréat, un résultat qui traduit la qualité des enseignements dispensés. Reportage. La discipline pour le progrès et l'excellence, une vision chère à Duval International School qui permet à l'établissement scolaire de référence d'être toujours hissé parmi les meilleurs. La preuve, Duval a décroché la 2e place sur le plan national au classement général des établissements scolaires aux examens de l'Office du baccalauréat 2020. Nous sommes très satisfaits de la position que nous avons occupée. 2e nationale, vraiment c'est historique. C'est toute la communauté éducative qui est satisfaite de la position de Duval. Une fois de plus, merci à toute cette communauté éducative, merci à Duval, merci à monsieur le fondateur qui a bâti un joyau architectural et qui a su, n'est-ce pas, donner confiance à des hommes de valeur. Ce résultat est le fruit de dur labeur en cette année d'existence durant lesquelles l'établissement scolaire moderne constitué de 2 sous-systèmes d'éducation approuvés par l'UNESCO a su réunir tous les ingrédients de qualité, à savoir personnel qualifié, cadre idéal, passant par une rigueur dans la discipline pour occuper cette place de choix dans le secteur de l'éducation au Cameroun. In 2018, it was ranked 19th best school. In 2019, it came to the position of the 10th best school in the whole Cameroon. And in 2020, it was ranked 2nd. This shows the improvement that Duval has got since its creation. And the raison d'être behind this hard work or this result is because of its vigorous and rigorous discipline. In order to have good results like these, discipline must always be accompanied, and that's one of the key parts about Duval, that we're trying to make sure that it is so strong. Discipline has enabled us to be able to reach the 2nd place in the ranking of schools in Cameroon. Duval entend aller encore plus loin pour maximiser la réussite scolaire et occuper la 1re place en termes de performance scolaire au Cameroun. And we are very sure that this 2021, we are hoping to occupy the 1st position, and we will definitely do that because Duval has a very conducive area for studies. It is away from the bustling and noisy urban city of Douala, making it very conducive for children to be able to study and be able to have this result. Duval encourage l'excellence scolaire en organisant chaque année une grande compétition de mathématiques pour les écoles de la ville de Douala, cours moyen 2 et classe 6, dont les plus méritants reçoivent des chèques d'excellence. Toujours dans le souci de s'assurer des compétences de ses apprenants, Duval International School n'est pas seulement une école, mais une institution qui développe les compétences pour l'émergence de notre Afrique. Je dois dire que je suis particulièrement comblé, je suis un parent ému de savoir que ma fille non seulement a fait honneur à ses parents, à sa famille. Espérons que la grande école Duval va davantage rééditer de tels exploits. Situé dans le 5e arrondissement de la ville de Douala, Duval International School se dresse sur 2 sites juxtaposés et comprend un groupe scolaire bilingue Duval avec ses 4 grands départements et le collège polyvalent bilingue Duval.
Avec ces belles images que nous refermons ce journal, mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Dans un instant, le débrief du journal avec Serge Alain Autou et ses invités sur le plateau d'Equinor Soir. Et Serge Alain, vous revenez sur cette nouvelle attaque meurtrière à Galim qui a coûté la vie à 4 soldats de l'armée camerounaise. Voilà, on va dire d'autres soldats camerounais qui sont encore tombés. Et c'est pas la première fois que ce mode opératoire est mis sur pied par les forces séparatistes pour arriver à bout, à faire tomber nos forces de défense et de sécurité. Nous allons donc comprendre avec les analystes ici en plateau pourquoi les armes continuent de crépiter dans le théâtre de la crise anglophone. Nadine Yambou. Nadine Yambou, bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Bon week-end à vous également. Bon week-end. Rendez-vous vendredi 20h. Dans un instant, madame, monsieur, la suite. Et qu'il en soit. Retour sur le plateau Equinor Soir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie du docteur Dalvaris Moudjou, économiste géostratège. Il est également là, Armand Outak, du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Bernard Tchaï de l'Union des populations du Cameroun et Maître Joseph-Claude Biliga du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Maître Joseph-Claude Biliga, 4 soldats qui tombent encore. 4 soldats de trop. Ouais. 4 soldats de trop parce que je pense que nous tous, nous prions Dieu et pour que cette guerre finisse. Parce qu'il n'y a aucune raison que cette guerre persiste. Et c'est pour cette raison que je suis de ceux qui pensent que nous devons tous, quel que soit le camp où nous sommes, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau de l'opposition, nous réunir, nous unir, je veux dire, pour pouvoir combattre cette hydre qu'est la guerre. Je ne voudrais pas dire que c'est elle qui a raison ou c'est tel autre qui a tort, mais notons que l'armée a ce qu'on appelle la violence légitime. L'armée est là pour nous défendre et on ne pourrait jamais mettre sur le même pied d'égalité cette armée qui est là pour nous défendre et ceux qui ont pris les armes contre la République. Ceux qui ont pris les armes peuvent avoir des raisons. Moi je dis, et c'est pour cette raison que je dis que lorsqu'on regarde par exemple ce mouvement qui s'est fait passer l'étape que certains ont pu appeler de déni, par la suite, les problèmes posés par nos frères du Nord-Ouest Sud-Ouest ont été examinés et il y a des solutions qui ont été trouvées. Et je pense qu'aujourd'hui, cette guerre résiduelle, cette violence résiduelle est essentiellement constituée des personnes qui trouvent de l'intérêt dans la persistance de la guerre. C'est intriguant, etc. Et moi je dis, j'aime beaucoup étendre cela, pas seulement au niveau de Cameroun. Nous encore, je veux dire qu'il y a un groupe qui s'est levé pour se plaindre d'un certain nombre de faits. Mais dans d'autres pays, c'est pas ça. Au Burkina Faso, il y a encore des morts récemment. Au Mali, tous les jours, on en parle. Je veux dire que l'Afrique doit pouvoir se regarder dans le mémoire, se disant où est-ce que nous allons avec cette guerre-là, avec ces morts-là. Je crois que je ne sais pas où est-ce que j'ai suivi le débat, je crois hier, vous avez parlé d'un débat hier sur l'usage de l'anglais. Oui. Et j'ai dit c'est très délicat. C'est-à-dire que le logiciel qu'on a envoyé à la House of Chiefs, c'était en français, voilà, dans le sud-ouest. Il faut que des actes pareils, qui sont aussi des actes symboliques, je veux dire, qui peuvent avoir des caractères, je veux dire, des conséquences graves, très graves, qu'on évite de les poser. Pour ça, je veux dire, on peut prendre la peine de savoir que... On pouvait éviter ça? On pouvait éviter. On pouvait éviter. Il faut être honnête en le disant, il faut même qu'on évite ces choses. Voilà. Mais je veux dire une chose, c'est que lorsque, par exemple, si on met sur toutes nos rues, ou bien sûr les ponts de l'autre côté, bridge, vous verrez aucun francophone se fâcher. Au contraire, ils seront contents. Combien de francophones savent par exemple que Camrail, c'est Cameroun Railway, que Camwata, c'est en anglais. On ne s'en rend même pas compte. Et on ne cherche même pas à traduire. Par contre, lorsqu'on écrit CNPS, il y a une traduction en anglais en bas. Lorsqu'on écrit Office de port autonome de Douala, il y a une traduction en anglais en bas. Mais les sociétés qui ont le nom en anglais, on ne traduit pas en français. Il faut peut-être faire cette remarque. Je me trompe peut-être. Mais vous ne verrez pas ça de manière officielle. Tu attires mon attention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui sont, disons, francophones, acceptent un peu
sont même contents d'apprendre l'anglais, puisque la plupart de nos enfants sont anglophones aujourd'hui. On fait l'école anglo-saxonne. Mais ça se comprend, c'est un problème de minorité. Oui. Dès lors que la minorité se sent, à tort ou à raison, marginalisée, un petit geste, un petit mot, un petit acte peut avoir des conséquences dramatiques. C'est pour cette raison que moi je pense que si c'est vrai que ces ordinateurs, je veux dire, ces trucs qu'on envoie qu'on pense à les remplacer. Vraiment, pour moi, c'est logique. Qu'on pense à les remplacer parce que effectivement, l'autre l'a dit, on a beau être franco-camerounais, c'est-à-dire bilingue, mais on a des zones où parfois il faut tenir compte des réalités. Nous ne sommes pas seulement au Cameroun, j'aime prendre des exemples. Vous arrivez en Belgique, au Royaume de Belgique. Ouais. Si vous êtes wallon et que vous allez chez les Flamands, vous ne parlerez pas le français. Vous arrivez dans une zone wallonne, je vois des flamandes qui est germanisante, alors que les wallons sont des francophones. Oui. Vous parlez, on ne vous répond pas. Sauf si vous êtes étranger. Quand moi j'arrive, je suis camerounais, c'est que je suis noir. On ne vous répond pas. Or, c'est un pays qui date depuis des milliards d'années. Je veux dire qu'il faut tenir compte de cette réalité. Dans chaque pays, il y a cette réalité. Lorsque vous arrivez au Canada, effectivement, là, ce n'est pas la même chose. Mais on sait que quand vous êtes au Québec, c'est le français qui est majoritaire. Donc moi, je pense qu'il faut éviter ce genre de gestes. C'est pour ça que je dis que nous tous, chacun à son niveau, nous devons poser des actes qui concourent à la paix pour éviter qu'il y ait des étincelles. Je m'incline sur la mémoire de ces quatre soldats qui sont morts dans l'exercice de pour la défense de notre pays. Et je souhaite que cela ne se reproduise pas. C'est-à-dire que si on peut arriver à un niveau où il n'y aura plus de guerre, qu'il n'y aura plus de morts, que ce soit du côté des sécessionnistes, que ce soit du côté de l'armée, ou bien des civils, un mort camerounais est un mort de trop. Amanouta, cette situation, ce n'est pas la première fois. Hein. Toujours dans le département des Bamboutos, c'est pas la première fois que les FDS sont attaqués de la sorte. C'est-à-dire on attaque un poste. D'abord, je m'incline sur la mémoire des 4 soldats tombés au front. Et je suis triste de constater que dans tout son développement, Maître Biliga, qui est du RDPC, n'a pas évoqué le dialogue national. Or, ils ont tambour battant, avec Vuvuzela et beaucoup de bruit, organisé un dialogue national au sorti duquel il y a eu des recommandations. Peut-être fallait-il que Maître Biliga profite de ces 4 morts de trop pour nous dire où est-ce qu'on en est avec les recommandations du grand dialogue national. Était-ce une parade parce qu'on a suivi Macron après, dire qu'il a exigé un grand dialogue pour que le président Biya puisse arriver au sommet de Lyon? Était-ce juste pour ça? Donc, je pense qu'il est temps. Et d'ailleurs, 125 de nos militants sont en prison parce qu'ils ont marché pacifiquement pour exiger la fin de la crise anglophone. Mon frère et ami Bibou Nissak est enfermé parce que nous avons demandé un vrai dialogue national pour la fin de la crise anglophone. Je suis plutôt heureux aussi d'entendre Maître Biliga dire que si nous pouvons nous asseoir ensemble, c'est d'abord la preuve. Il reconnaît que leur dialogue a été d'abord un échec. Maintenant, si Maître Biliga est conscient que nous pouvons nous asseoir indépendamment des partis politiques, je voudrais qu'ici et maintenant, qu'il demande aussi la libération de ces 124 militants qui ont marché pour réclamer la fin de la crise anglophone, pour revendiquer un dialogue national inclusif. Et vous voyez, j'ai un peu de la peine à parler parce que depuis 2016, on n'a pas cessé de dire au gouvernement, le chemin que nous prenons n'est pas le bon. On a essayé la force. Je revois encore la prestation de, comment on appelle le député SDF qui est en exil, Joseph Wiba, à l'Assemblée nationale. C'était une sonnette d'alarme. On aurait pu comprendre l'honorable Joseph Wiba. Parce que c'est la toute première fois qu'un député, un élu de la nation, s'exprime avec autant de violence à partir de l'Assemblée nationale. Ça n'a intéressé personne. On a laissé la situation pourrir. Et au moment où on demande le dialogue national, il y en a qui ont choisi, n'est-ce pas, des thématiques sur lesquelles travailler. Et voilà l'échec qui est encore là aujourd'hui.
chaque cadavre ou bien chaque Camerounais qui tombe est un Camerounais de trop. Qu'il soit civil, qu'il soit même terroriste, parce que ceux que nous qualifions de terroristes, ce sont nos frères. Ce sont nos frères. Vous n'allez pas avoir des enfants et espérer que dans une même maison, tous les enfants soient normaux, entre guillemets. Ce sont nos frères. Donc même ces terroristes qui tombent là, ce sont des morts de trop, parce que avant 2016, le Cameroun avait l'air de se porter bien. Je comprends la gêne de Maître Biliga sur ce plateau, parce qu'on aurait été en 2016 qu'il nous aurait parlé de paix, il nous aurait vanté, n'est-ce pas, les mérites de l'unité nationale. Voilà l'unité nationale qui est en péril depuis 2016. L'intégration nationale aussi. Et le vivre ensemble est désormais entre parenthèses. Maître Biliga, comme vous l'avez dit ici, sur ce plateau, mettons-nous ensemble pour exiger un vrai dialogue national. En commençant d'abord par libérer les prisonniers de la crise anglophone, par libérer les jeunes qui ont manifesté pour pacifiquement, maître. Parce que on a entendu le président bien parler, évoquer l'insurrection. Nous avons manifesté pacifiquement pour exiger un vrai dialogue national. Commençons par libérer ces prisonniers-là et allons ensemble vers la table du dialogue. Le MRC et le président Maurice Kamto l'a toujours dit, sa main reste tendue pour la fin des comptes. Personne n'a jamais été fier que le sang se verse. Et nous avons dit, on ne marchera pas sur le sang, parce qu'on nous a accusés à un moment donné de vouloir profiter de la crise anglophone, de vouloir soutenir les ambazoniens. Nous sommes pour l'unité nationale, même si nous voulons un monde à l'avenir débattre de la forme de l'État. Nous sommes d'abord pour l'unité nationale. Le Cameroun est un et doit rester indivisible, mais il faudrait qu'ensemble nous puissions cheminer vers un dialogue inclusif, sincère, et cela commence par la libération de ceux qui ont marché, pas pour l'insurrection, mais pour réclamer un dialogue national. Okay. Voilà, docteur Goudjou, d'abord, vous êtes... Il y a ce mot-là qui revient tout le temps. Les Camerounais doivent s'asseoir pour discuter. Il y a eu le grand dialogue, donc on trouve que, bon, ça n'a pas... Il y a eu des recommandations qui ne sont pas implémentées jusqu'ici. Certains disent que c'est pourquoi on continue à recenser des morts, des deux côtés, hein. Premièrement, comme les autres, je m'incline devant ces corps qui sont tombés. Ouais. Nous sommes ici sur Equinox, nous nous exprimons librement. Et comme nous le disions en off, le Cameroun est l'un des rares pays en Afrique, même dans le monde entier, où des gens peuvent donner leur point de vue, voilà. Parfois rentrer sans être inquiétés. Nous avons critiqué ce soir, je suis convaincu que je vais rentrer chez moi, personne ne va m'inquiéter. En réalité, si j'ai cette conviction, c'est parce qu'il y a les forces de l'ordre qui garantissent un nombre de choses. Et les éléments comme ceux qui sont tombés sur le front là restent loin de leur famille, de leurs enfants, de leur épouse, meurent même au front pour que nous puissions avoir cette liberté. Et nous pensons que c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Car en tant que croyants, nous savons que la vie est la chose la plus précieuse qui soit. Et quand ces éléments donnent leur vie pour notre sécurité, ils méritent beaucoup plus d'honneur. Maintenant, dans le contexte actuel, je pense, du point de vue tactique, jusqu'à présent, je le dis parce que je connais un peu les éléments liés au commandement, jusqu'à présent, les forces engagées sont encore sur la base défensive. Parce qu'il faut bien voir le modus operandi des éléments, des insurgés, ils viennent attaquer les gars qui sont impostés. Ça veut dire jusqu'à présent, on les regarde faire. Croyez-moi, s'il faille vraiment déployer de l'arsenal sérieusement, je crains beaucoup. Je pense que jusqu'à présent, la réaction, on tient compte qu'ils sont nos frères. Et vraiment, Amar a raison de le dire, sont nos frères. S'il fallait déployer le matériel qu'on a, vraiment, ça risquerait d'aller dans tous les sens. Mais maintenant, comme on le dit, même dans la guerre, que ce soit la première, la deuxième guerre mondiale, même la guerre froide, après il y a eu le dialogue. L'avantage ou le désavantage qu'il y a un dialogue après les morts, c'est qu'on pourrait faire l'économie des morts. On peut aller directement au dialogue. Mais maintenant, là c'est des théories qui existent dans des pays sérieux. Quand on va au dialogue, la manière d'aborder le dialogue peut nous permettre de voir si on veut une solution au problème. Est-ce que si nous laissons la quintessence sérieuse des problèmes, nous disons on peut faire un dialogue pour le dialogue, hein? C'est-à-dire on se met à bavarder sans vouloir vraiment trouver une solution. Ou alors on trouve des solutions, on refuse de les implémenter. Je prends un élément très simple, qui peut être un élément psychologique important.
Prenons seulement le DDR. Il y a des gars qui ont accepté de déposer des armes, qui sont venus, mais qui après ils se sont dit, mais les promesses qu'on nous a faites, on les respecte. Voilà. Nous risquerons de prendre les armes pour retour. Mais en réalité, si on implémente bien le DDR, ça peut être un élément de guerre psychologique pour ceux qui sont encore en bourse, pour les inciter à sortir. Ça, c'est dingue. Et surtout pour dissuader d'autres de prendre les armes pour rentrer en bourse. Moi, je pense que si on implémente vraiment, si on fait un dialogue franc et qu'on implémente les résolutions, on peut faire l'économie de tous ces mots-là. Car tôt ou tard, nous allons dialoguer. Et nous perdons, puisque, quel que soit, vous regardez la loi, quand on regarde la loi des finances pour cette année, mais une bonne partie, or ça c'est la partie officielle, et puis il y a une partie officieuse des finances qui sont consacrées aux dépenses militaires. Nous ne pouvons pas avouer ça ouvertement parce qu'on aura peur du FMI, de la Banque mondiale. Il y a une partie importante qui est avalée de ce côté-là. Or, si nous pouvons faire économie de cela, je suis convaincu qu'on pourrait ramener ces gênants. Et surtout, nous sommes sur une pente qui est glissante. Nous avons regardé les vidéos tout récemment sur Internet où ils commençaient à utiliser de manière très sérieuse, mais à mon avis un peu plus professionnelle, des engins explosifs improvisés. Où ils laissaient apporter les blindés légers de l'armée jusqu'à un moment et ils déclenchent à distance. Je veux dire, on se rend compte qu'au fur et à mesure, les gars sont en train de se perfectionner. Et c'est extrêmement dangereux. Ils sont maintenant à l'offensive. D'abord, ils faisaient l'offensive juste dans la zone nord-ouest, sud-ouest. Mais ils sont en train de venir déjà un peu. Je crois que très récemment, que ce soit à Douala, que ce soit à Yaoundé, il y a quand même eu des escarmouches. Donc moi, je pense pour moi que le dialogue serait un vrai dialogue et l'implémentation des mesures avec un échéancier est l'élément qui peut nous permettre de sortir de la solution. Mais surtout, comme nous connaissons les principes de dialogue, on peut utiliser la pyramide. La pyramide peut être inversée. Vous savez, une pyramide inversée, la base est effilée. C'est-à-dire, là-bas, vous avez une petite revendication. Mais au fur et à mesure qu'on avance, là, ça s'ouvre. En d'autres termes, vous augmentez les revendications. Ça, c'est une stratégie utilisée quand on est négociateur, quand on ne veut pas de solution au dialogue. Mais maintenant, dans la plupart des négociations sur le plan international, national, on utilise une pyramide normale sur une base normale. C'est-à-dire, à la base, on peut avoir un ton de revendication, mais au fur et à mesure, on effile les revendications. Ça veut dire que chacun essaie de mettre un peu d'eau dans son vin pour que nous puissions avoir une solution. Car tôt ou tard, moi, je pense, moi, personnellement, j'ai employé des gens, j'avais un de mes employés, on a pris sa maman en otage. Ensuite, on a pris son papa en otage. J'étais content de mettre un peu la main à la poche pour l'aider à payer. Les premières victimes, j'en ai parlé une amie encore, on a pris sa petite soeur en otage à Bamenda, on lui a même coupé un doigt. Tous sont des anglophones. Des gens qui sont en train de revendiquer disent qu'ils veulent le bien-être pour la population anglophone. Mais les premières victimes, c'est encore les anglophones. Les populations déplacées, c'est d'abord qui? C'est d'abord elles. Ce sont ces mêmes populations que ces prétendus insurgés disent protéger, qui sont en train de kidnapper pour réclamer de l'argent. Pour dire quoi? Pour dire que nous autres, en tant qu'enfants camerounais, nous avons intérêt à passer au dialogue directement. Les caisses de l'État s'ouvrent sérieusement. Je crois que vous avez pris, on a fait un débat là-dessus. L'État est en train d'emprunter de l'argent pour essayer de payer le service de la dette. C'est-à-dire vous empruntez de l'argent pour payer une dette que vous avez contractée. Alors qu'en réalité, on n'a pas fait grand-chose avec l'argent qu'on a emprunté. Nous pouvons rester là, dire qu'on n'est pas concerné. Mais l'État a besoin de financer tout cela, tous ces gars-là. Je crois que dans la loi de finances pour les 3 prochaines années, on est en train de pouvoir recruter presque plus de 20 000 éléments. On va financer tout cela avec quoi? Avec peut-être la dette. Ça veut dire, vous et moi, demain, quand la quittance ENIO va venir, bombarder, la quittance de l'eau, bombarder, la loi, toute inflation que nous constatons sur le marché, en réalité, nous serons en train de participer à financer cette guerre. Pourquoi? Parce que nous estimons que le dialogue n'est pas nécessaire. À mon avis, nous avons intérêt, même le Camerounais qui est au fin fond de n'importe où, de n'importe quelle localité, a intérêt à ce que cette guerre prenne fin, car cela a un impact négatif. Voilà, Bernard Tchaye, on termine sur cette question. Avant de revenir sur la régie Fercom, sur le rail. L'Union des populations du Cameroun a beaucoup perdu et le sang des camarades se sont beaucoup versés pendant la guerre d'indépendance. C'est tout à fait regrettable aujourd'hui que 4 de nos citoyens meurent encore dans le sud-ouest pour des raisons de guerre. Bien évidemment, je m'incline comme tous les autres, mais ces gens-là, il faut se dire la vérité. Ce maquillage qu'ils ont appelé dialogue national, ce superflu qu'ils ont créé, soit dit en passant, DDR et tout ça c'était du n'importe quoi. La seule vérité qu'il faut savoir, c'est que dans notre vie, et il faut prendre le sud-ouest comme un exemple aussi quotidien, quand votre fils
Et que quand vous battez votre fils et qu'il est en bas de la maison, il se plaint, après un moment, appelez-le pour lui demander, mon fils, c'est vrai que je t'ai tapé dessus, mais viens qu'on en discute. C'est de ça qu'il est question dans le Sud-Ouest. Ça ne sert à rien de faire du maquillage, mais si même un maquillage est fait, parlant du grand dialogue national, et qu'on avait implémenté, ou bien eu l'intention d'implémenter les décisions qui avaient été prises lors de ce grand dialogue national, je pense que certaines personnes, comme a dit les uns et les autres, devraient déjà se sentir un tout petit peu culpabilisés de ce qu'ils restent en brousse. Mais tant qu'ils restent en brousse, ils se rendent compte que même ceux qui ont déposé les armes, on n'a pas pu, ne serait-ce que respecter les engagements qu'on a pris, ils comprennent rapidement que c'est du camouflet. Alors je ne peux pas soutenir les Camerounais qui sont en brousse, mais quand quelqu'un a raison, souffrez qu'il se plaigne. Quand quelqu'un pleure, écoutez quand même ses pleurs. Non, on ne peut pas supporter cette guerre, on ne peut pas l'accepter. Le Cameroun restera bien évidemment un et indivisible. La forme de l'État pourrait être discutée tôt ou tard, mais il n'en demeure pas moins que le dialogue inclusif impliquant toutes les forces vives du Cameroun autour d'une table pour se poser une question: pourquoi cette guerre et qu'il faut que cette guerre cesse. Je suis très heureux aujourd'hui de vivre dans un pays où il y a une accalmie. Quand je dis accalmie, on se comprend. Justement. Parce que même tout à l'heure, on vient de montrer les populations de la 3e en train de guerroyer. On vient de présenter à Yaoundé aussi des échauffourées. Mais c'est des faits sociaux qui passent inaperçus. Mais attention, si déjà une population a le courage d'aller parler à un sous-préfet, ça veut dire que demain, ils pourront aller devant un gouverneur et aller devant le ministre. L'autre jour, nous avons appris sur la chaîne de télévision Equinox, que je félicite en passant aussi, que quelqu'un est allé au ministère de la Défense, de la Justice, demander ses comptes à au ministre Laurent Esso. Ouais. C'est le début d'un commencement, c'est le début d'une frustration, et frustration plus frustration, ça fera N frustration. Et vraiment de grâce, je respecte beaucoup mes camarades du RDPC, mais je leur dis, comprenons qu'une fois, on doit s'asseoir pour négocier, pour parler, pour mettre définitivement fin à cette guerre. Et elle passera sûr et certain par l'acceptation des revendications des populations du Nord-Ouest, même si leurs acceptations ne peuvent pas être complètement respectées à 200%, mais il n'en demeure pas moins qu'il faudra reconnaître que nos enfants ont pleuré et qu'on les écoute. Oui, mais on ne peut pas dire une chose et son contraire. Si on veut aller à la paix, on doit tenir un langage de paix. Lorsque vous dites que rien n'a été fait depuis le grand dialogue national, sachant bêtement que ce n'est pas vrai ce que vous dites. Lorsque vous dites que le DDR a échoué, alors qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déposées les armes, peut y avoir un ou deux qui ne sont pas satisfaits, mais ça, une ou deux personnes qui ne sont pas satisfaites et qui sont rentrées. Mais il y a quand même des gens qui sont satisfaits, il y a des gens qu'on a recrutés, il y a beaucoup de revendications qui ont été faites par nos frères du Nord et du Sud-Ouest qui ont connu des réponses positives et acceptées comme telles. Lorsque je vais commencer à les reciter, command law au niveau de la Cour suprême, au niveau de l'ENA, la nomination des ministres au niveau des postes régaliens, c'était les revendications des non-frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et la provocation des documents que vous avez. Vous me laissez parler. C'est pour cette raison que je dis... Il s'agit de mon law, maître. Il s'agit de mon law. Vous n'allez pas venir parler du common law et des ministres qu'on a nommés, alors que les ministres ont toujours été nommés, maître. Quand même, nous parlons là de mort d'homme, et c'est depuis 2016 que ça dure. Peut-être on gagnerait en temps. On gagnerait en temps si maître peut-être nous citait les vrais pans des recommandations du dialogue qui ont été implémentées et qui ont permis l'évolution de la situation. On gagnerait en temps. Pourquoi est-ce qu'on doit nous citer le commandant, les ministres qui ont été nommés et tout le reste? Maître, quand même. Messieurs, je suis parfois acteur de cette chose. J'étais à l'époque membre consulaire des avocats. Nous en sommes partis au nord-ouest, je veux dire au sud-ouest. Lorsque les gars réclamaient le fait qu'on ne doit pas faire entrer les huissiers de justice, les notaires camerounais, les notaires, parce que là, le système anglo-saxon, dans notre zone du nord-ouest, sud-ouest, les avocats sont en même temps notaires. Et il y a une loi, on était en train de vouloir modifier cette loi pour que ce soit comme chez nous, les francophones, soit tu es avocat, soit tu es notaire. Il y a eu des revendications à ce moment-là. Nous sommes partis là-bas, ces revendications
ont permis que cela ne soit pas appliqué. Donc ne faites pas comme... Vous donnez un exemple bien simple. Maintenant, les autres exemples au niveau du grand dialogue national, je crois que tout à l'heure on parlait de chiffres, c'est-à-dire la décentralisation, la House of Chiefs. C'était l'une des recommandations du grand dialogue national. Et le DDR qui existe, c'est quand même le grand dialogue national. Je ne dis pas que tout est parfait. Mais lorsque vous dites que vous voulez dire que ceux qui prennent les armes ont encore raison, c'est-à-dire vous dites, écoutez... Personne n'a jamais dit ça, Serge Alain. Si vous le dites... Personne n'a jamais dit ça. Je voudrais terminer en disant ceci. Je risque très souvent lorsqu'on dit qu'il faudra qu'on fasse tout le monde sur la table. On est 30 millions de Camerounais. Il y aura 30 millions de Camerounais sur une table. Donc, c'est une façon de parler. C'est une façon de parler. Ça veut dire que même lorsque laissez parler. Ne sois pas désagréable. Moi, je peux être plus désagréable que vous. Moi, c'est mon rôle. Je suis avocat, donc je suis habitué à encaisser et à donner des coups même plus bas. Donc, essayez de dire... Il n'y a pas de blague. Il n'y a pas de blague sur le plateau. Je dis, ce que je dis est vrai. Je dis, vous, de MRC, vous plaignez parce que vous n'êtes pas au dialogue, vous n'êtes pas parti au dialogue. On vous a invité, vous n'êtes pas parti. C'est ça le problème. Vous voulez prendre le peuple en otage. Quand vous n'êtes pas allé au dialogue, ce dialogue est nul. Ceux qui sont partis là-bas sont des nuls. C'est-à-dire que, comme chez vous, on a lu des sardines si on n'est pas dans votre Non, mais c'est vrai la vérité. C'est donc... Présentez-nous les aspects positifs de ce dialogue. C'est pas vous qui me posez des questions. C'est pas vous qui me posez des questions. Vous avez interpellé le c'est pas vous qui me posez. Je représente le MRC ici. Ce que je suis en train de vous dire est ceci. Il y a eu un dialogue qui a été organisé. Oui. Ce dialogue a connu des avancées. Tout à l'heure, on a parlé, c'était la calmie de la zone de l'eau. Ce n'est pas la guerre aujourd'hui au nord-ouest. Il y a des mouvements, des actions sporadiques qu'on peut appeler des bandits. C'est la réalité. Et je veux dire, je vous donne un exemple. Vous avez dit que je n'aime pas les exemples. Il y a eu combien de dialogues en Centrafrique? Il y en a eu combien au Tchad? Ce nivellement il y a eu combien au Mali? Et le nivellement par le bas. Non, attendez. Le nivellement par le bas. Le problème, ce n'est pas seulement de dialogue, c'est la volonté d'aller au dialogue avec l'espoir, avec la volonté d'aboutir à un résultat. Si vous allez au dialogue juste parce que, tant qu'on n'a pas accepté vos positions, vous allez prendre la... Vous allez le faire. On l'a vu en Centrafrique, on a vu au Mali, on a vu au Tchad, on a vu dans plusieurs pays où il y avait la guerre, où on a dit, allons au dialogue, les gens sont allés au dialogue, les gens ont été prises. À R2 Congo avec le M13, il n'y a pas eu de dialogue, il y en a eu partout. Donc je veux dire que je suis pour le dialogue, mais un dialogue sincère. À travers un dialogue sincère, pas un dialogue où on va dire oui, on va au dialogue. Tant que nos revendications, notre position n'a pas été acceptée, on considère que c'est pas un dialogue. Je croyais que c'est Alain qu'il y avait eu dialogue. Heureusement que Maître reconnaît qu'il faille aller à un vrai dialogue. On fait un dernier tour de vrai dialogue. Merci, on fait un dernier tour de table. Merci Maître, on fait un dernier tour de table. Dr Ngoudou, on vous a coupé lorsque vous répondiez à Maître Biliga qui parlait de la création, la mise en place de ces axes-là qui ont, entre guillemets, tué le chemin de fer. Ouais, j'étais de disant que ce que Maître dit n'est pas conforme à la réalité. Puisque dans tous les pays du monde entier où le système routier vient développer, il y a le chemin de fer qui se développe. Si on suit son analyse, son approche, c'est que l'axe Douala-Yaoundé devrait tuer le chemin de fer, et ainsi de suite. Moi, je dis non, ce n'est pas cela. Il y a une difficulté énorme que l'État a implémentée. La politique liée à l'agriculture, notamment les plantations cacao, café. La chute de ce prix a participé à ce que les planteurs se découragent. Et quand ils se décourageaient, le flux de marchandises, notamment du café allant vers Douala, a diminué. Et Camara, voyant que ne rentrait plus dans ses frais, à mon avis, a participé à tuer cela. Ce que je vais dire pour sortir, c'est que nous pouvons nous en sortir. Mais c'est quand même un peu tard. Et nous voyons la stratégie de Camara. Camara a une concession pour 30 ans. Nous sommes à quelques années de la fin de la concession. Et curieusement, c'est à la fin qu'elle organise une étude de faisabilité de 2 ans pour pouvoir, dans quelle mesure on peut prolonger jusqu'au Tchad. J'ai dit, c'est même très peu. Parce qu'il faut bien regarder. Dans les grandes lignes stratégiques, le Niger, l'exploitation du pétrole qui est au Niger devrait être exportée par le Cameroun. Ça, c'est mais surtout, les Soudanais pensent qu'ils devraient relier leur tronçon de chemin de fer à ceux du Cameroun
pour pouvoir être lié à Port-Soudan. Or, si on est lié à Port-Soudan, ça participe à booster les exportations, pratiquement de la sous-région jusqu'au Moyen-Orient. Parce que Port-Soudan, vous sortez pratiquement à la mer Rouge, vous êtes dans le Moyen-Orient. Donc, je veux dire que leur stratégie, c'est quoi? C'est de commanditer une étude aujourd'hui qui va faire 2 ans pour sortir, c'est-à-dire quelques jours. On dit, OK, maintenant nous pouvons renouveler le contrat. J'ai dit, c'est trop malhonnête. C'est cynique. Pourquoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, en plus de 20 ans, ils n'ont rien investi. Alors que dans leur cahier de charges, ils devraient investir. Même les rails dont on parle, même s'ils ont, le matériel roulant qu'on utilise, c'est des voitures qui datent de 50, 60 ans. Pourquoi? Parce que si on a même du matériel roulant de nouvelles technologies, on ne peut pas les utiliser. Nous avons le cas des rails de 1 seul mètre. Voilà. Donc il faut plus d'1 mètre, 1 mètre, presque 1 mètre et demi. Il faut voir tout cela. Mais je vais sortir sur une note positive, disant que oui, hier, le ministre Ngali Bibé a participé à cette inauguration. La petite fierté que nous pouvons avoir, c'est que ces voitures ont été rénovées au Cameroun par des ingénieurs camerounais. On aurait pu aller encore commettre l'erreur d'en acheter en Chine comme on l'a fait la fois dernière. On a vu le nombre de morts. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je dis que c'est une insulte contre la mémoire des Camerounais. C'est une insulte contre l'intelligence des Camerounais de dire que dans un train qui était bondé de près de 3 à 4 000 passagers, et que les wagons sont totalement rentrés dans une falaise, qu'il n'y a eu que 76 morts, alors qu'il y a des familles camerounaises qui jusqu'aujourd'hui cherchent le corps de leur disparu. Voilà, Amanouta, sur cette question. C'est-à-dire que la présence des axes routiers qui tuent Maître Biliga joue son rôle. Il sait très bien qu'il n'a pas raison. Il sait très bien que son argumentation ne tient pas du tout. Parce que le Cameroun ne vit pas en autarcie. On voit comment les autres fonctionnent, comme disait le panéliste d'en face. On voit comment dans d'autres pays ça fonctionne. Est-ce que dans d'autres pays, moi j'ai envie de poser la question à Maître Biliga, est-ce que le RDPC qui gère le pouvoir a une vision pour le Cameroun? Est-ce que vous avez une vision des transports? Est-ce que vous avez une vision du rail? Est-ce que vous pensez, vous imaginez même un de ces 4 matins mettre en place le TGV ou bien, je ne sais pas, mettre sur pied des systèmes modernes de transport comme ce que nous vivons, ce que nous voyons à l'extérieur? Parce que on a entendu votre chef dire ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut, mais on dure aussi au pouvoir pour faire quelque chose. Qu'est-ce que le RDPC prévoit faire dans le transport par chemin de fer, dans le transport routier? Bon, vous allez évoquer quelques axes, tout à l'heure vous parliez de Japoma, comme si le Cameroun se limitait à Douala. Maintenant, vous avez entendu Maître dire que nous sommes là pour noircir le Cameroun, on ne voit pas ce qui est fait. Moi, je ne m'intéresse pas au train qui arrive à l'heure. D'ailleurs, un train qui arrive à l'heure, ce n'est pas un événement. Le train est censé arriver à l'heure. Maintenant, le train qui arrive en retard, c'est là où on commence à se poser des questions. Pourquoi ce train arrive en retard? En 40 ans, maître, vous êtes conscient, et vous êtes un papa que je respecte beaucoup, vous êtes conscient qu'on aurait pu faire mieux avec un vaillant peuple comme le peuple camerounais, avec toutes les ressources et toutes les potentialités que nous avons. Donc, si aujourd'hui, critiquer la gestion du RDPC revient à dire que on noircit l'image du pays, non maître, nous sommes conscients qu'avec tout le potentiel que nous avons, on aurait pu faire mieux. Maintenant, dire sur un plateau de télévision que le rail, l'arrivée de la route a tué le rail et a entraîné le déclin de Konsamba, vous savez très bien que c'est faux, vous savez très bien que ça ne tient pas la route. Donc, au-delà de tout, nous pensons que le RDPC, en 40 ans, a atteint un niveau de saturation. Même s'il avait peut-être l'envie de faire, il ne le ferait plus. Et il est temps que nous passons à autre chose. Benatia, sur cette situation, le secteur ferroviaire en panne, qu'est-ce qu'on doit faire? La colonisation. On commence d'abord les rails, on commence d'abord à se mettre aux normes, comme dit Dr Goudjou. La colonisation de la France, la récréation est terminée pour la France. La France a continué et continue à envoyer ses valets en Afrique pour piller les dernières richesses. Comment est-ce que Bolloré, monsieur Bolloré, peut attendre à moins de 2 ans de l'expiration de son contrat pour engager une étude de route? De qui se moque-t-on? De nous les Camerounais, encore vivants, encore que nous ne vivons plus. De l'État du Cameroun. Hein, de l'État du Cameroun. L'État, c'est nous.
Alors, Bolloré, c'est le Cameroun. Tout ce que nous demandons, c'est que la colonisation de la France en Afrique a déjà trop duré. L'État du Cameroun, je veux dire, certains Camerounais ont pris leur responsabilité derrière moi pour dire à ce même Bolloré que la récréation s'arrête un tout petit peu au niveau de la gestion du port, du terminal à conteneurs ici à Douala. C'est de la même façon que les gouvernants du Cameroun doivent prendre leurs responsabilités pour dire à Bolloré, le poisson que tu t'en vas pêcher à moins de 2 ans, là, nous n'en avons plus besoin. Bolloré doit prendre ses valises et rentrer dans son pays en France, créer sa propre société de chemin de fer pour la gérer comme il voudrait. En ce qui le concerne, puisqu'il n'a rien fait depuis qu'il a eu cette session, je ne pense pas que c'est 2 ans après, à moins de 2 ans, qu'il pourra faire quelque chose. La récréation de Bolloré, je pense qu'elle s'est arrêtée. Bolloré ne peut plus rien faire. On ne fait pas le procès de Bolloré ce soir. Hein. C'est une façon de parler pour dire qu'à moins de 2 ans, ils veulent faire une étude. C'est l'État du Cameroun. Il est trop tard. Il est trop tard, soyons sérieux, il est trop tard. Bon, peut-être que l'étude aussi ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec Bolloré. C'est 2 États. Oui, mais nous pensons que, au vu du non-respect du cahier de charge de la société, l'État devrait se comporter comme un État sérieux, arrêter cette mascarade. Ok, Maître Bilika. Oui, je pose une question simple. Termine avec vous. Qui peut dire que les différents moyens de transport n'ont pas des impacts l'un sur l'autre? Qui peut dire que le fait que les rails soient, par exemple, qu'il y ait une accessibilité plus facile par la route, n'empêche pas les personnes de prendre les rails, de choisir plutôt la route par rapport aux rails? Qui peut dire que le fait, par exemple, que peut-être aujourd'hui, comme Patron disait, on part à 6 h du matin pour arriver à 9 h, n'aura pas un impact sur l'avion, le Cameroun, qui par exemple devait venir à 8 h et avec les retards, ne vient pas. Est-ce que demain, si vous êtes sûr que vous prenez votre avion, votre train à 6 h, vous serez à Yaoundé à 9 h, vous allez à l'aéroport prendre un avion qui peut-être ne viendra même pas. Si vous savez que vous pouvez prendre un bus, rentrer à l'intérieur pour arriver à Yaoundé, vous allez prendre votre voiture pour la conduire, c'est pour dire quoi? Pour dire que nos différents moyens de transport ont un impact. Il y a une sorte de concurrence, il peut être une concurrence qui existe entre ces moyens de transport. Et que le fait que l'amélioration de ces moyens-là, des routes par exemple, de réseau routier, peut impacter nécessairement sur le train. Je donne un exemple banal. Imaginez que vous soyez par exemple en Gaoundal, ou je ne sais pas quoi, ou à Bertois, et que, comme on disait tout à l'heure, en offre, que vous prenez le train à Yaoundé à 20 h, vous retrouvez le lendemain à 13 h. Et que vous savez que si vous prenez votre voiture, même moi je reste la voiture devant la Marois, et que en prenant cette voiture, que vous pouvez arriver plus avant que la personne du train, vous n'allez pas laisser le train. Il n'y aura pas un effet sur le train. Donc moi je parle des passagers, je ne vais pas parler des marchandises. Les marchandises, c'est normal. On parle de tout. Même en termes de passagers, vous me laissez parler. Vous me laissez parler. Vous croyez que si vous êtes à Douala, vous allez prendre un train pour descendre à Bomono? Vous allez prendre le train pour descendre, je veux dire, même à Japoma. Il y avait une gare à Japoma qui desservait Douala. Donc vous partez de Douala pour aller à Japoma ou à Dibamba. Vous pouvez le faire aujourd'hui. Vous allez avec votre voiture, c'est ce que j'explique. Vous ne pouvez pas le nier. Donc moi je dis pas des choses saines. Pour moi c'est logique. L'élément fondamental, c'est l'évolution de la taille de la population. C'est ça le problème. La population évolue et il y aura toujours une demande sur les 2 bases. Oui, mais que ce soit sur la route, que ce soit sur la ferroviaire. La réalité est qu'il y a moins de personnes qui prennent les trains aujourd'hui, malgré cette évolution, parce qu'au niveau des routes... Vous n'êtes pas sur ces axes-là. Prenez les Yaoundé Ngaoundé, vous verrez qu'il y a pas de personnes. Moi je prends ce route-là. Je ne parle pas de Yaoundé Ngaoundé. C'est parlons de Yaoundé. Non, on parle du ferroviaire, pas seulement Douala Yaoundé. Transcam 1, moi j'ai dit ceci. Oui, Transcam 1, Douala Yaoundé. Non, laissez-moi intervenir. Moi je vous ai dit ceci. Je vais prendre un exemple bien précis. S'agissant de notre présence quand nous étions étudiants. Nous partions d'ici à 20 h pour arriver. Ça fait 40 ans, hein? On ne fait pas 40 ans. 81, comme vous l'avez dit, ça fait 40 ans. Mais c'est passé ça. On prend les données factuelles, mon frère. Tout évolue. Non, attendez. Merci. C'est facile de dire que tout évolue. Ce que je veux faire comprendre, c'est que les routes, le train, les avions, le bateau, avant pour aller en France, on prenait le bateau ici pour faire 3 mois. Oui. Aujourd'hui, on prend l'avion. Vous dites qu'il n'y a pas d'impact. Le bateau au niveau du transport de personnel,
n'a pas perdu. Non, n'a pas perdu puisqu'il n'avait même pas Oui, rapidement, 30 secondes, Alors, je voudrais saluer vos millions de téléspectateurs, et particulièrement parce que vous êtes très suivis dans mon village à Bamougoum. Et puis je rends hommage à mes ancêtres Bamougoum par rapport à toute la protection. Et je dis bonjour à tous les Bamougoum du monde. Voilà, merci. La pub là, c'est de la pub. Merci Bernard Tchaye. Oui, je pense que je vais aussi dire bonjour aux populations de Makepe Maturité où j'habite, plus précisément à mon grand frère Alain Gaï qui est là, qui nous suit. Et bonsoir particulier à mon village Fongoli et à tout le monde qui est là-bas. Alors tout le monde va saluer son village alors. Hein? Ok, moi aussi je salue les populations de Baganté, le Grand Prince vous salue, et les populations de Bonamoussadi Kamtel. Voilà. Moi je salue tout le Cameroun. Nous sommes au pouvoir, c'est nous qui. Donc je ne suis pas d'un village, je suis camerounais et je salue tout le Cameroun. Ok, merci. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition, la dernière de la semaine Equinox Soir. On se retrouve lundi à partir de 19h. Bonsoir le Cameroun.